On cherche tous un film à voir ou le chemin le plus court pour aller quelque part. Les algorithmes, c'est un peu nos assistants de tous les jours. Mais que se passe-t-il quand ce sont eux qui décident qui obtient un prêt, un emploi ou même une peine de prison? Et s'ils se trompaient? C'est exactement la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Comment on fait pour maîtriser les biais des algorithmes? Allez, on commence avec un exemple bien concret. On est en 2016, aux États-Unis. Un logiciel, qui s'appelle Compass, est utilisé pour évaluer le risque de récidive des accusés. Et le résultat est édifiant. Le logiciel a classé à tort les accusés afro-américains comme étant à haut risque, 2 fois plus souvent que les accusés blancs. Premier exemple est déjà un sacré problème. Et non, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. On quitte le tribunal pour le bureau de recrutement. 1 an plus tôt, en 2015, c'est Amazon qui doit jeter à la poubelle son outil de tri de CV. Pourquoi? Parce qu'après avoir analysé 10 ans de données, l'IA avait tout simplement appris à préférer les hommes. Ça allait même jusqu'à pénaliser les CV qui contenaient le mot « femme ». Incroyable. Et ça continue. Plus récemment, en 2019, c'est la carte de crédit d'Apple qui fait polémique. Des femmes se sont rendues compte qu'on leur proposait des limites de crédit bien plus basses que celles de leur mari, même quand elles avaient des revenus supérieurs. Justice, emploi, finances, on dirait bien qu'aucun secteur n'est épargné. Et tout ça, ça nous amène à une question qui est juste fondamentale. Si les machines ne font que calculer, si elles sont par nature objectives, comment est-ce possible qu'elles produisent des résultats aussi manifestement biaisés? C'est vraiment le cœur du problème et c'est ça qu'on va décortiquer. En fait, la réponse, on la trouve moins dans les lignes de code que dans ce qui les nourrit. Le problème, ce n'est pas tant la machine, c'est plutôt son régime alimentaire, les données. Pour commencer, il faut être clair sur ce qu'est un algorithme. C'est tout simple en fait, c'est comme une recette de cuisine. Les données, ce sont les ingrédients, le code, c'est la recette, et la décision finale, c'est le plat. Mais que se passe-t-il si les ingrédients de base, ils sont un peu pourris? Et voilà, on arrive au point crucial. Un algorithme, ça n'a ni opinion ni morale. C'est juste un élève, certes surdoué, mais qui ne fait qu'apprendre ce qu'on lui montre. Il se contente de reconnaître et de reproduire les schémas, les motifs qu'il trouve dans les exemples qu'on lui a donnés. Le vrai problème, c'est que ces données, elles sont un miroir de notre société. C'est le reflet numérique de nos décisions, de nos actions, de notre histoire, avec tout ce que ça implique, y compris nos préjugés les plus tenaces. Concrètement, comment ce biais s'infiltre? Eh bien, par les stéréotypes de notre société et les discriminations du passé qui sont comme figées dans les données. Par exemple, si historiquement les banques ont moins fait confiance aux femmes pour accorder des crédits, un algorithme qui s'entraîne sur ces anciennes données va logiquement conclure qu'être une femme est un facteur de risque. Il ne fait que répéter le passé. Et si on ajoute à ça des données incomplètes ou un objectif purement économique, on a le cocktail parfait pour un système discriminatoire. Bon, on pourrait se dire, ok, la solution est simple, il suffit de corriger l'algorithme pour le rendre équitable. Mais en fait, le problème est bien plus profond que ça. Parce que, au fond, ça veut dire quoi, l'équité? Il n'y a pas une seule bonne réponse. En gros, il y a 2 grandes manières de voir l'équité. D'un côté, il y a l'équité individuelle. 2 personnes avec des profils identiques doivent avoir la même décision. Logique. De l'autre, il y a l'équité de groupe. S'assurer par exemple que le taux d'acceptation d'un prêt soit le même pour les hommes et pour les femmes. Le vrai souci, c'est que ces 2 objectifs sont souvent mathématiquement incompatibles. On ne peut pas toujours avoir les 2 en même temps. Et c'est là qu'on touche au vrai dilemme pour les entreprises qui développent ces outils. Leur but premier, c'est la performance, faire la prédiction la plus précise possible, maximiser le profit, minimiser le risque. L'algorithme, il est conçu pour ça. Intégrer une contrainte d'équité, c'est un peu comme ajouter une nouvelle règle au jeu. On lui dit « sois performant, ok, mais sans désavantager tel ou tel groupe ». Et ce deuxième objectif, il vient presque toujours dégrader la performance de base. Pour le dire clairement, l'équité a un coût qu'on peut mesurer en termes d'efficacité pure. Le problème est complexe, c'est sûr, mais il n'est pas insoluble. Des solutions existent. Des experts, notamment ceux de l'Institut Montaigne, proposent une approche très pragmatique, une sorte de boîte à outils pour rendre les algorithmes plus responsables. La première recommandation, elle est forte. Pas la peine de créer une nouvelle loi super complexe qui risquerait de freiner l'innovation. Les lois contre la discrimination, elles existent déjà et elles s'appliquent aussi aux algorithmes. L'enjeu n'est pas tant juridique que pratique. Ce qu'il faut changer, ce sont les méthodes de travail. La philosophie derrière tout ça s'inspire beaucoup du monde médical. On ne comprend pas toujours à 100% comment un médicament fonctionne, mais par contre, on teste scrupuleusement ses effets secondaires. L'idée, c'est d'appliquer exactement la même logique aux algorithmes. Plutôt que de s'acharner à expliquer leur fonctionnement interne, qui est parfois une boîte noire, concentrons-nous sur la mesure de leurs impacts dans le monde réel.
Du coup, le plan d'action se déroule en 3 étapes très logiques. D'abord, prévenir. Ensuite, détecter. Et enfin, évaluer. C'est une approche à la fois proactive et rigoureuse. Première étape, prévenir. La prévention, c'est d'abord une question humaine. Si on a des équipes de développement plus diverses, on a plus de chances de repérer les angles morts culturels et sociaux. L'exemple classique, c'est le logiciel de reconnaissance faciale conçu uniquement par des hommes blancs. Il y a de fortes chances qu'il fonctionne beaucoup moins bien sur les visages de femmes noires. La prévention, ça passe aussi par la formation de tout le monde, des développeurs jusqu'aux simples utilisateurs. Deuxième étape, détecter. Pour trouver les biais, il faut pouvoir les mesurer. Et ça passe par une idée qui peut paraître un peu surprenante, autoriser l'accès à des données sensibles, comme le genre ou l'origine ethnique. Attention, l'idée n'est pas que l'algorithme utilise ces infos pour prendre sa décision, non. C'est uniquement pour pouvoir auditer ce système, pour vérifier s'il produit des résultats discriminatoires. Pour corriger un problème, il faut d'abord pouvoir le voir. Et enfin, la troisième étape, évaluer. Pour les algorithmes qui ont un impact majeur sur nos vies, ceux qui touchent à l'emploi, au crédit, à la justice, les exigences doivent être maximales. Ça veut dire plus de transparence sur leur fonctionnement, un droit clair de contester une décision et des audits indépendants réguliers. C'est un peu le contrôle technique obligatoire de l'intelligence artificielle. Finalement, tout ce débat sur les algorithmes nous renvoie à nous-mêmes. Un algorithme, ce n'est qu'un miroir de nos données, de notre société. La vraie question, elle n'est donc pas technique, elle est profondément sociétale. Quel reflet voulons-nous voir dans The Miroir ? Celui de la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses défauts et ses biais historiques, ou bien celui de la société que nous aspirons à construire ? La réponse à ça n'est pas dans une ligne de code, elle est dans nos choix collectifs.